Je vous avais annoncé que nous allions parler un peu plus technique et coûts, voire économie que permettent de réaliser la visioconférence. Pour cela, nous accueillons en plateau Charles Buriel. Charles Buriel, donc, qui travaille à AgroSub Dijon et Duterre et que l'on peut considérer ici comme un peu le pionnier des expériences de tout ce qui est nouvelles technologies, de web télé, dans les longues années qui ont précédé notre projet ici. Nous accueillons également Frédéric Guimier qui nous rejoint en visioconférence depuis Le Mans. Frédéric Guimier qui est chargé de mission système d'information au sein de la Chambre d'agriculture de la Sarthe. Alors, dans le projet, Sophie l'a à peine évoqué, un tout petit peu évoqué, pardon, en disant que côté réseau apicole, on avait un faible taux d'équipement. Par contre, d'autres partenaires sont déjà équipés. C'est ce que nous a évoqué Claude Montariol pour l'IFIP. Frédéric Guimier va, lui, nous parler du réseau qui a été mis en place dans le réseau des chambres d'agriculture, réseau APCA. Donc Frédéric, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots justement des solutions techniques existantes sans rentrer dans des détails qui pourraient rebuter un auditoire non averti? Eh bien, bonjour Sylvie. Donc, oui, je vais essayer d'être tout sauf technique. Donc aujourd'hui, on a 70 chambres d'agriculture qui sont équipées de visioconférences et ça va changer encore la semaine prochaine et les semaines suivantes puisque on peut considérer que début 2010, toutes les chambres d'agriculture auront un accès au réseau de visioconférence chambres d'agriculture avec des niveaux d'équipement, par contre en termes de salles ou de terminaux qui seront différents. Depuis combien de temps? On a commencé dans les chambres d'agriculture en 2005 à l'occasion d'un projet européen Interreg qui a permis d'équiper toutes les chambres d'Aquitaine, la chambre de la Sarthe, d'autres chambres ont fait de la visio en allant chez des prestataires et enfin on a travaillé aussi avec l'Espagne et ce qui nous a permis d'acquérir, d'essuyer les plâtres, d'acquérir un savoir-faire qu'on a ensuite diffusé notamment au sein du réseau AgriWeb TV. Donc le réseau des chambres, un réseau déjà bien équipé. En ce qui concerne le réseau national enseignement, à la fois enseignement général à travers les universités et plus spécifiquement, puisque c'est notre domaine d'application, l'enseignement agricole. Charles, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots du taux d'équipement de ce réseau? Bonjour. Alors, les informations sont imprécises. Le nombre d'établissements équipés croît régulièrement. Je ne pense pas aujourd'hui qu'ils soient totalement équipés. Par contre, la croissance des équipements dans les établissements de formation est régulière en relation avec les besoins locaux ou avec les besoins nationaux. Alors lorsqu'on déploie, lorsqu'on implémente un réseau de visioconférence, je suppose qu'il y a des clés, des étapes clés qu'il ne faut absolument pas négliger. Frédéric, dans tout ce que vous avez eu à mettre en place, sur quoi nous alerteriez-vous en particulier? Alors la première chose, c'est faites un cahier des charges. Ça, c'est obligatoire. Évitez, on va dire, de répondre aux sirènes de prestataires qui vous proposent monts et merveilles. Faites un cahier des charges de vos besoins. J'ai besoin de faire de la visio pour quel usage? Ça, c'est vraiment la clé qui évite déjà les grosses erreurs. Et seconde chose, c'est plutôt une clé psychologique. C'est quand on se réunit à 20 personnes dans une région ou un réseau et qu'on décide de faire de la visio, on n'aura plus besoin d'une salle de 20 places. On aura besoin éventuellement de petits bureaux, on met 2-3 personnes en visio pour constituer le groupe de 20 personnes qui se réunit en visioconférence. Donc la grande salle visio de 15-20 places n'est pas forcément la salle à équiper d'urgence, alors que c'est ce qu'on a tous fait, même nous les premiers, quand on s'est équipé de visioconférence. D'accord. Lorsque vous avez déployé votre visio avec le recul sur les usages qui en ont déjà été faits, je suppose que vous avez pu dégager des éléments de coûts. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces coûts? Oui, alors les coûts, ça a beaucoup varié, ça varie encore. Donc aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir accès à un réseau de visioconférence comme celui qu'on met en place actuellement avec la mise en service d'un serveur de visioconférence, on va avoir des coûts d'équipement qui peuvent commencer à une webcam connectée à un ordinateur, lui-même connecté à un réseau correct en termes de bande passante.
Mais si on n'a pas cette chance-là, ou si on veut avoir un équipement un peu plus professionnel, j'ai mis à côté de moi l'espèce de boîte noire là, que vous voyez ici. Ça, c'est 3 000 €. Et pour 3 000 €, devant ce type d'équipement visio, dont je tairai la marque, vous avez un système visio complet avec caméra, partage de données, et qui vous permet de mettre 2, 3 personnes dans de bonnes conditions devant un tel équipement. 4, on est un peu limite, mais bon, 2, 3 personnes, ce qui correspond à la plupart des usages. 3 000 €. Après, on peut se doter de salles visio de 10, 15, 20 places. Là, le coût des équipements grimpe. On va dire qu'on tourne autour de 7 à 10 000 €, tout équipé, sachant qu'après, c'est la solution luxe ou pas luxe. Est-ce qu'on veut des super écrans, des grands écrans, des super sonos? Voilà. Donc après, c'est un peu le beurre dans les épinards. Donc ça, ce sont des coûts visibles que l'on voit immédiatement parce que derrière, on paye des factures. Est-ce qu'il y a malgré tout des coûts cachés à la mise en place d'un réseau de visioconférence ou d'une installation de visio? Alors il y a 2 autres types de coûts. Un, c'est le coût de la maintenance assistance qu'on prend en général chez la société qui vous installe la visioconférence, surtout quand on débute, on n'est pas trop sûr de soi, on a besoin d'avoir une hotline, de savoir un peu paramétrer le système, donc il est intéressant quand on débute de prendre ce genre d'assistance qui représente quelques centaines d'euros par an et par salle, donc ce n'est pas à négliger. Et aussi le débit, donc la connexion IP, si on choisit une connexion IP, ce qui est aujourd'hui la norme, donc une connexion Internet, et là ça va de 40, 50, 60 € pour des ADSL qui permettent de faire la visio, comme celle que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous. Je suis connecté avec ce type de débit, mais on peut monter plus pour d'autres usages, pour plus de qualité. Et là, on est à 200 à 400 € par mois en termes de connexion. La seule chose que je voudrais dire en termes de conclusion, c'est ne pas négliger les tuyaux. S'il y a un choix à faire, choisissez plutôt des gros tuyaux plutôt qu'un grand écran télé. Voilà. Alors, quand on parle de coûts, évidemment, ça fâche toujours les directions, ça fâche toujours nos financeurs, tout est toujours trop cher. En face de ces coûts, je suppose qu'il faut pouvoir leur opposer des économies. Alors là aussi, des économies qui vont être directement visibles et des économies qui seraient peut-être un peu plus cachées, mais qui sur le long terme s'avèreront très intéressantes. Oui, alors les économies visibles sont celles des temps de déplacement. Donc on vient de faire, nous, en Pays de la Loire, un bilan sur 2 ans de fonctionnement en région Pays de la Loire. Et alors j'ai les chiffres sous les yeux, ils sont tout frais, je ne les connais pas par cœur encore. Donc on a économisé au minimum, c'est bien un minimum, on n'a pas voulu surestimer, au minimum 1200 heures de déplacement agent, donc ce qui n'est pas rien, mais c'est sans doute plus, sur les réunions régionales. Donc Pays de la Loire, on a 5 départements et donc il y a 4 départements qui se déplacent pour aller à la région. Ce qui représente aussi 132 000 km de voiture, soit 13 tonnes de carbone si je ne me trompe pas. Et rien que les voitures, c'est 33 000 € d'économie de coût de voiture à 25 centimes d'euros du kilomètre. Ça, c'était pour Pays de la Loire. J'ai fait aussi le bilan purement sartois des visios qu'on fait avec nos antennes décentralisées ou des visios qu'on fait avec Paris ou avec en point à point avec d'autres organismes. Et on peut considérer que nous, on a fait à peu près la moitié en termes de volume, c'est-à-dire que nous, ça nous fait quelque chose comme 600 heures de plus économisées pour le département et 60 000 km de voiture, comme ça grosso modo. Multiplier ça par les 4 départements concernés, on a forcément un intérêt économique. Alors, lorsqu'il nous a parlé des tuyaux à ne pas négliger, Frédéric a évoqué le fait que on passait par de l'ADSL, donc une solution Internet. N'oublions pas que la visioconférence a quand même débuté sur des solutions téléphoniques plus classiques. On va oublier le téléphone analogique, mais les réseaux téléphoniques numériques RNIS. Alors où en est-on de ces usages en France métropolitaine ou bien dans les dom-tom et à l'étranger? Est-ce que le RNIS est complètement abandonné? Est-ce qu'il a été complètement supplanté par Internet? Ou est-ce qu'il a encore de beaux jours devant lui? Alors, le réseau RNIS a toujours des raisons d'exister, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones géographiques où il n'y a pas de débit suffisant d'Internet pour assurer la qualité qu'on peut trouver sur le réseau RNIS. Donc dans les dom-tom, la plupart du temps, les liaisons sont encore de type RNIS ou formatées au format RNIS. En France métropolitaine, il y en a de moins en moins, sauf dans certains cadres bien particuliers pour des liaisons de sécurité ou pour des raisons de qualité et de débit garanti. Le RNIS, par opposition à l'Internet, à coût comparatif, est encore moins cher en bas débit. Et ce qui explique
existe encore en termes d'infrastructure. Enfin, comme je l'ai dit, il y a des ministères ou des structures qui, pour des raisons de contrôle d'accès, utilisent encore le RNIS. Voilà. Donc il a encore des années devant lui, et d'où la nécessité d'avoir ici ou là des équipements qui permettent de faire le passage, ce qu'on appelle le pont, entre le réseau RNIS et le réseau Internet IP. Alors le réseau Internet IP, est-ce qu'il va lui évoluer? Est-ce qu'il va être remplacé par d'autres solutions qui permettraient également de faire de la visio? Alors, les solutions technologiques de la visio tournent toutes autour du réseau IP. C'est-à-dire que l'évolution à venir de la téléphonie, c'est vers le réseau IP, intégralement. Le réseau, ce qu'on appelle le 3G ou le 3G+, que vous avez sur vos téléphones, ou dans certains cas sur des cartes additionnelles pour accéder avec vos PC, va être complètement IP dans les 2 années à venir. Et puis le réseau téléphonique qu'on appelle la 4e génération, lui sera totalement IP dès sa naissance. Donc IP, c'est la convergence de toutes les technologies vers une seule infrastructure qui supportera bien évidemment de la visioconférence ou de la vidéoconférence. Alors en termes d'évolution de technologie, nous sommes tous habitués maintenant à entendre parler de haute définition. Alors Frédéric ne nous a pas n'a pas eu la grossièreté de nous parler de résolution d'écran, de normes pour la visioconférence, mais est-ce que vous pensez que la haute définition va également atteindre le marché de la visioconférence? Alors, le marché de la haute définition, il débute en vidéoconférence. Comme il nécessite des débits très élevés, il est bien évidemment limité à l'accès à ces débits. Je pense que c'est pas nécessairement un besoin de court terme, notamment dans nos milieux où on a plus besoin de garantir un débit IP de base. L'accès à la DSL pour tous à un débit de qualité me semble plus important que de développer la HD, sauf peut-être entre quelques salles identifiées sur le territoire pour des besoins précis. On est plus dans l'amélioration des débits et l'accès à des réseaux de débit de qualité, plus que dans, à court terme, le besoin de la HD. Alors lorsque j'ai préparé cette émission en partie avec Frédéric sur le thème de la visioconférence, il m'a glissé dans la conversation un acronyme SIP qui me paraît complètement étranger. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, est-ce que c'est moi qui vais parler du SIP ou c'est vous, Charles. D'accord. Bon, SIP, c'est une norme. C'est une norme d'encapsulation des signaux qui circulent sur Internet. Donc, la vidéoconférence aujourd'hui, elle correspond à une autre norme qui s'appelle IPH323. Alors, on ne va pas rentrer dans les sigles et l'explication des cibles. Le futur, c'est SIP. L'intérêt de SIP, c'est que ça permet une connexion plus rapide et plus facile et une rationalisation du nombre de protocoles nécessaires qui explique encore une partie des coûts. C'est qu'il faut empiler des couches dans les systèmes de vidéoconférence pour les faire fonctionner et SIP donc doit permettre de faciliter la transition vers et le développement de l'usage de la vidéoconférence. Merci Charles. Alors pour faire digérer un tout petit peu ces éléments d'information purement techniques, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que la visioconférence, le fait de se réunir en visio, permet au-delà du simple fait de tenir une réunion? La visioconférence, ça permet de maintenir un lien, notamment dans le cadre du projet européen où on se voit 1 fois ou 2 par an. C'est vrai que la visioconférence permet de maintenir un lien entre ces réunions. Et on le remarque aussi au niveau franco-français. On a de plus en plus, nous, dans le réseau des chambres de la culture, des groupes nationaux transversaux qui se mettent en œuvre. La visioconférence permet de créer des dynamiques de filières, des dynamiques entre des territoires très éloignés les uns des autres. Et on se voit bien sûr 1 fois de temps en temps, mais on ne peut pas traverser la France 6 fois par an ou 7 fois par an. Ça devient des coûts importants en termes de coûts tout simplement et de temps de déplacement.
Et la visioconférence permet de se voir régulièrement, même pour des petites visioconférences, des formats courts, des formats longs. Et je crois que c'est aujourd'hui ça, il faut qu'on acquiert une culture de la visioconférence qu'on n'a pas encore aujourd'hui. On est trop souvent sur des formats un peu, c'est un peu une réunion téléphonique améliorée, on passe de 1 à 2 heures, ou c'est une réunion régionale physique qui est remplacée par une visioconférence, on reste à 3 heures ou à 2 fois 3 heures. Donc il faut qu'on apprenne à manier la visioconférence avec une multiplicité des formats. Une demi-heure, pourquoi pas? 1 heure, 1 heure et demie, enfin vraiment en fonction des besoins, et que ça devienne aussi naturel que de passer un coup de fil. Merci Frédéric, merci Charles. Nous allons dans quelques instants changer de sujet pour aborder l'aspect usage des vidéos pour notre communication.